Alors, je l'ai annoncé sur ce plateau. Hier, nous étions avec Barnabé Milingagno qui a largement commenté sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était important de pouvoir prendre un professionnel de médias avec qui nous allons également aborder sur cette frontière entre communication politique et journalisme qui devient de plus en plus flou, j'y arrive, vous voyez, entre proximité avec le pouvoir, donc ceux qui dirigent, ou même encore l'opposition, parce qu'on risque d'avoir l'impression qu'on s'en prend à ceux qui sont proches aujourd'hui du pouvoir. Non, en proximité avec le pouvoir, même aussi avec le terrain et avec l'opposition. Et contrainte du terrain, certains contenus brouillent les repères en République démocratique du Congo. On ne sait plus comprendre, est-ce une information, est-ce une communication, est-ce un communicateur d'un parti politique, est-ce réellement un journaliste? Que dit la déontologie par rapport à cela? Que dit le TIC par rapport à cela? Est-ce que c'est une pratique que nous devons encourager? Barnabé hier a parlé du coupage en insistant sur le fait qu'un bon journaliste ne peut jamais demander le coupage. Bon, moi, j'ai eu énormément de messages de confrères qui m'ont écrit pour réagir. Bon, c'est de la démocratie, c'est un débat. Si vous avez un avis contraire, on sera heureux de vous recevoir pour pouvoir donner votre point de vue. Maître Gardiana, bienvenue. Bon, oui, avec les embouteillages et les états de route à Kinshasa, comme on vient de le voir, ça peut se justifier. Alors, j'ai abondamment abordé cette question. Je pense qu'il est logique que je vous laisse suffisamment de temps parce que vous êtes l'expert que nous avons choisi pour discuter sur ce sujet. Alors, c'est qui un journaliste? Pour commencer. Dans un langage classique, un journaliste est un professionnel de médias dont la mission est de collecter, traiter et diffuser une information. Une définition simpliste, voilà un peu un journaliste. Je peux aller bien au-delà. Un journaliste est l'un des représentants de la population. Si un député a un mandat défini dans le temps, le journaliste, lui, c'est sa mission régalienne de pouvoir continuellement parler de ce qu'est la réalité de la société, et généralement ce qui touche la population. Mais la vérité, c'est que sur la question fondamentale de ce sujet ou de ce débat, les frontières sont poreuses entre la communication politique et le journalisme, pour plusieurs raisons. Ok. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre que la communication politique est contemporaine à la démocratie de masse. La démocratie de masse et les suffrages et autres a exigé une certaine libéralité de la parole, surtout une prépondérance de la parole politique. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans les démocraties électoralistes, on engage une forme de compétitivité pour l'accession au pouvoir, ce qui fait que chacun doit se mettre en valeur. Ce qu'on appelle la mise en scène de pouvoir des politiques, chacun est censé présenter. Et encore que, ce n'est pas toujours le plus méritant qui gagne. C'est généralement celui qui a les meilleures équipes de communication, c'est lui, communique mieux. C'est lui qui a peut-être quelques aptitudes de communication. Et c'est là où vous verrez qu'au fil du temps, la notion de la communication politique continue à avoir mauvaise presse parce qu'elle résume en elle seule ce qui s'est fait de mal en politique. Ça veut dire la démagogie, le mensonge, généralement la propagande. Mais dans le fond, elle est inhérente à l'exercice démocratique dans la mesure où c'est par le même canal qu'il y a un principe sacro-saint qu'on appelle de redevabilité. Mais maintenant, la frontière avec le journalisme, c'est que le journaliste a toujours fricoté avec le pouvoir. Parce que le journaliste est l'un des éléments majeurs dans ce qu'on appelle l'espace public. Dans cette trilogie, il y a ceux qui dirigent, il y a la presse au milieu, et puis il y a la population qui constitue l'opinion. Et généralement, dans cette interaction, c'est comme je dis, depuis la naissance, la communication politique peut ou ne pas être médiatisée, mais dans le contexte qui est le nôtre, la communication politique est extrêmement médiatisée. Okay. Maintenant, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence? Mais déjà, quand vous avez une presse, dans la notion de la théorie des les quatre théories de la presse, nous, on a une presse autoritaire. Pourquoi? Parce que la presse en RDC est née par la volonté... En fait,
Si je dis la RDC, ça serait trop limité. La volonté de politique. La presse est née par la volonté du pouvoir. Le politique considère la presse comme étant... C'est pas un cas particulier pour, c'est pas un cas particulier pour la nous. RDC. Hein. Oui, les politiques considèrent la presse comme étant un enfant ingrat, qui est né par lui, mais qui a acquis beaucoup d'indépendance. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est aussi par leur propre choix et orientation. Quand vous choisissez la démocratie, le journaliste, son rôle est de pouvoir éclairer l'opinion pour lui permettre d'exercer son pouvoir dans l'espace public. Or, la communication politique vient pour asseoir une vérité quelconque venue d'un camp ou d'une position politique. Et malheureusement, dans cette cacophonie-là, les médias de masse, le numérique, sont encore venus accentuer la confusion et rendre encore extrêmement poreuses les limites. Mais je vous dirais vrai, aujourd'hui, l'une des raisons majeures de l'absence de ces limites, c'est le modèle économique. La pauvreté de la presse fait que beaucoup se sont substitués sans le vouloir à des communicateurs politiques. La pauvreté, les contraintes économiques, on en a parlé hier, qui pourraient justifier telle ou telle autre pratique. Mais bon, en fait, on va revenir un peu sur le plan historique par rapport à cette pratique. C'est vrai que les médias ont toujours eu une proximité, des accointances avec le pouvoir. Vous l'avez si bien mentionné. À un certain moment, en République démocratique du Congo, les politiques utilisaient les médias comme un levier du pouvoir, un instrument de communication. Ils utilisent toujours. On se retrouvait à une période où chaque acteur politique avait une chaîne de télévision pour communiquer, avait un média pour pouvoir faire passer son narratif. Mais un peu plus récemment, il y a eu une vague. C'est vrai que ça existait depuis longtemps. Mais il y a eu trop d'exposition d'un phénomène. C'était le phénomène communicateur politique. Nous avons vu avec l'alliance de la majorité présidentielle, à l'époque avec Kabila et autres, où il y avait des communicateurs qui s'affrontaient. Moi, je rappelle, à ces époques-là, on suivait les débats de Jean-Baptiste Bombanza, paix à son âme, Gabriel Mokia, le vieux Valentin Moubaké, le vieux... Il était ministre de l'économie, je crois, au gouvernement Tchibala. On a plusieurs, on ne saura pas si. Oui, j'ai oublié son nom. Kapika. Kapita ou Kapika. Kapika, donc quelque chose comme ça. Voilà, c'était des communicateurs de partis politiques, avec le vent de la démocratie, de personnes qui défendaient une position politique qui s'assumait. Et puis, il y a eu la vague des Yves Kissombe, Papitamba, tout ce monde qui sont venus après. Mais dans cette vague, on a subitement vu l'apparition de journalistes où il y avait des confrères qui, au lieu de jouer le rôle de journaliste, c'est-à-dire recevoir les politiques, distribuer la parole de manière équitable, qui portaient maintenant des messages politiques. Pensez-vous que des messages pour de politiques, Barnabé Milingagno l'a dit hier, comment est-ce aussi sa classe aujourd'hui à défendre Moïbi? Et bon, bien qu'il peut bénéficier de la présomption d'innocence. Alors, comment justifiez-vous cette évolution ou même cette dérive Oui, dans le paysage médiatique congolais? Je pars de la période que vous avez citée. C'était une période aujourd'hui, quand vous regardez le contexte politique congolais, la crise, elle est permanente. La crise étant permanente, vous verrez qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que finalement, on est tombé dans ce qu'on appelle en communication la crise des politiques. Le rapport entre le gouvernant et les gouvernés a connu une forte rupture à un moment donné. Ce qui faisait qu'il y avait un besoin permanent de pouvoir être dans l'espace public pour continuer à distiller un message, à la fois dans l'idée de convaincre, mais plus souvent dans l'idée de pouvoir justifier des orientations de politique. Ce qui faisait qu'à un moment donné, vous verrez que même le choix sur la qualité des personnes envoyées sur la place publique était d'un autre niveau. Exactement. Et cette permanence de la crise a conduit finalement à une forme d'implosion. Parce que les Congolais ont compris une chose. On aime bien les débats politiques, mais que ce soit tel ou tel autre camp, dans la plupart de ce choc, la population qui est également actrice dans cette interaction, dans cet espace qu'on appelle l'espace public, s'est rendu compte finalement floué. Or, c'est à ce moment-là que je vous ai dit ici la notion de la crédibilité. Le journaliste ayant compris qu'il y avait une crise des politiques, ayant un vide, un débat de sourds entre les dirigeants et les dirigés, non, pas seulement les dirigeants, les politiques et la population,
jouissant de leur crédibilité, ils sont intervenus au milieu. Non, ils ont fait l'appel de pied. C'est de l'opportunisme, en fait. Oui, aux politiques. Mais, et puis avec la prolifération des médias, je ne sais pas si ça peut aussi justifier non, cet on état de va choses. arriver Oui. également sur la prolifération des médias. Ce qui fait qu'on est arrivé à un moment donné, vous verrez que cette génération que vous citez là, cette presse qui est arrivée pour pouvoir combler un vide dans l'espace public, notamment en termes de qualité des débats publics, beaucoup ont pris l'orientation politique. C'était une sorte de pépinière. Mais ne s'assume pas, pour la plupart. En fait, c'est là où on ne comprend pas. Il ne peut pas s'assumer dès lors que sa crédibilité tient du fait qu'il est journaliste. On dit, ce par quoi on acquiert le pouvoir, c'est ce par quoi on le conserve. S'il est écouté et qu'il a de l'espace parce qu'il est journaliste, le jour où il quitte l'espace journalistique pour devenir politique, il rentre dans le carcan de ceux qu'on traite des démagogues, de ceux qui viennent pas pour dire exactement la vérité, mais pour asseoir une forme de vérité qui n'arrange plus la population. Alors là c'est un peu malhonnête, mais j'aimerais qu'on aborde... Bon, j'estime que c'est malhonnête, c'est peut-être pas votre point. Je vous comprends, vous êtes dans l'éthique, vous dites oui, que c'est malhonnête. Oui, on va mettre sous la table l'éthique et la déontologie. Il y a de brèches de la profession qui leur donnent. Par exemple, aujourd'hui, quand vous dites le journaliste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui cède. Parce que j'aime dire aux gens, il faut faire la part des choses entre les médias et le journalisme. Il y a une part de responsabilité à faire. Oui, bien évidemment. J'espère que les gens comprennent ces dimensions. Maintenant, au niveau du journalisme, il y a un genre journalistique. Oui. Les journalistes éditorialistes. C'est des journalistes d'opinion. Oui. Malheureusement, c'est la brèche. Ce qui fait que moi et toi, on ne peut pas s'attaquer aux autres parce qu'ils restent dans les carcans. Maintenant, le problème, c'est dans le contenu. Non, on ne peut pas s'attaquer aux autres d'abord parce que la déontologie ne nous empêche. Non. Nous sommes en train d'analyser un fait social. Oui, je comprends. Quand je disais attaquer, j'ai utilisé peut-être le mot qui ne me convient pas, mais critiquer. Critiquer, c'est encore un peu plus fort. Non. Peut-être donner un point de vue sur une façon de faire les choses. La critique est beaucoup plus aisée. Vous savez, comme Maïgardidiana, comme pratiquement tous les genres journalistiques, hein, vous savez, il y a des dérives. Des éléments constitutifs. Vous voyez, lorsque nous sommes à l'école, on vous dit, une brève comprend, par exemple, 4 questions de référence. Le qui, le quoi, le où, je crois le comment, quelque chose comme ça. On vous dit que pour un article, il faut 5 questions ou 7 questions de référence, tout ça. L'enquête a une démarche. Et même dans ce contexte-là, l'édito, qui est un genre journalistique, répond à certains critères. Oui. Vous comprenez? Répond à certains critères. Un journaliste peut donner son opinion par rapport à un sujet, mais lorsque un journaliste participe à des émissions de débat pour défendre une position, il ne s'agit plus d'un édito dans ce cas-là, il s'agit maintenant d'une position politique qu'il adopte. C'est là où la frontière est poreuse. Oui. Vous savez pourquoi la frontière est poreuse, merveilleux? Mais oui. À quel moment on pense qu'il défend? Parce que, puisqu'il s'agit d'un journalisme, un genre de journalisme d'opinion, qu'est-ce qui peut vous servir d'élément d'indicateur pour dire qu'il défend une position? La plateforme qu'il utilise. Parce que si nous sommes dans le cadre d'une interview où il est invité pour commenter sur un sujet d'actualité donné, il ne peut pas mettre en avant cette casquette d'éditorialiste alors qu'il a en face de lui un contradicteur pour une opinion, pour une question d'actualité donnée. Et même encore dans ces contextes-là de débat politique ou d'interview, les échanges évoluent. Vous comprenez? Bon, en fait, on ne va pas s'attarder sur ça. On va peut-être réfléchir sur autre chose. Je fais un effort. J'ai comme l'impression que vous avez un élément. Bon, parce que la limite est très infime entre le point de vue de quelqu'un et parfois quand ce point de vue coïncide avec... Moi, je suis d'accord avec vous. Je sais reconnaître que ce journaliste est en train de vendre l'image d'un parti ou d'un dirigeant politique. On va parler. Maintenant, le problème, c'est que dans la limite qui me donne également l'éthique, ce que je me dis, dès lors qu'on lui a autorisé à avoir une forme d'opinion, il faudra trouver un moyen de pouvoir déterminer ses limites. Les limites que vous évoquez ici, on ne sait pas les définir dans quelqu'un qui arrive invité en tant que journaliste pour pouvoir donner une opinion sur un sujet d'actualité. Il a un point de vue qui colle parfaitement avec le point de vue d'un parti politique. Nous, on sait lire à l'intérieur que en fait, c'est une profession, c'est un métier qu'on connaît. Mais le problème maintenant, c'est qu'il s'accroche. L'une des raisons qui justifie l'absence de la sanction, c'est qu'il se justifie sur un genre qui aujourd'hui
laisse un peu libre cours à ces niveaux-là. C'est Non, là où je vous demande, je pense plutôt. c'est là où je demande, c'est là où je pense, à mon humble avis, que faut trouver des moyens d'encadrement. Le problème avec nous, parce que je vais vous donner un élément, c'est que ça, c'est pas né chez nous. On a tendance à copier la presse française particulièrement. Bien sûr. Pourtant, cette presse française aussi également, il y a eu une forte présence politique, que ce soit pour les médias publics ou les médias privés. Pourquoi? Parce que derrière, il y a également des orientations politiques aujourd'hui. Oui, là vous parlez, vous avez fait vous nous avez imposé une différence qui était très capitale. Donc Exactement. Vous avez dit il existe une différence entre journalistes et médias. Exactement. Lorsque on parle de médias, ça se justifie par la ligne éditoriale. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que dans le monde, c'est un chèque à blanc. Est-ce oui, que vous savez que la ligne éditoriale est un chèque à blanc? Bon, partout dans le monde, il existe vous savez, des médias. Le caractère polysémique de la notion de la ligne éditoriale nous font croire aujourd'hui, et on a inoculé ça dans la tête de jeunes gens, que quelqu'un peut facilement résumer la ligne éditoriale par le fait que nous, on est là, nous, on est proche de la majorité. C'est pas ça la ligne éditoriale. Non, mais c'est de manière simple. Toi, comme un technicien, tu auras une compréhension différente d'un profane qui veut comprendre en quelques minutes. La ligne éditoriale est une orientation choisie en fonction de sujets cruciaux de la société. C'est d'ailleurs pour ça que, pour pouvoir être un peu plus clair après, on a amené les médias thématiques, pour pouvoir limiter les champs et donner un caractère pédagogique au travail que vous faites. Quand quelqu'un est dans le fourre-tout, mais quand vous lui demandez sa ligne éditoriale, notre ligne éditoriale, c'est proche de l'opposition, vous voyez, ça également, c'est une forme de dérive qui a aussi de l'incidence sur les acteurs qu'on appelle les journalistes et qui sont dans ce média-là. En fin de compte, vous vous rendez compte que la responsabilité du journalisme vient également de la responsabilité des médias. On dit, quand c'est lui qui paye l'encre, pour le cas de C8 par exemple, c'est Bolloré, croyez-moi, vous faites le jeu du pouvoir. Parce que c'est l'establishment qui maintient le pouvoir de Macron actuellement. Et ça, c'est aussi une conséquence qu'il faut comprendre. Mais après, dans le fond, aujourd'hui, la limite, elle est infime. C'est pourquoi moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faut repenser. Au regard de la culture congolaise, il faut repenser dans nos lois à pouvoir redéfinir ces métiers. Surtout que les médias des masses aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ont rendu encore un peu plus compliqué le travail et la définition du journaliste. Il y a beaucoup qui exercent maintenant ces métiers. Si vous lui posez la question, en fait, ce n'est pas un journaliste. Si je vous posais la question aujourd'hui, dans l'espace qui est le nôtre, qui est journaliste, dans la pratique que toi tu as appris, et que tu as pratiqué jusqu'à aujourd'hui combien? Plus une vingtaine d'années. Vous vous rendrez compte plus de 15 ans. Vous vous rendrez compte que vous êtes dans deux mondes parallèles. Et c'est là qu'intervient le besoin de pouvoir encadrer chaque métier. Bon, le problème d'encadrement, on n'est pas orphelin. Il existe des structures dans le pays ici qui sont habilitées. J'ai eu envie de rire. Je ne sais pas pourquoi, mais tu me contamines cette envie, qui sont habilités à pouvoir gérer la corporation, mais aussi le média. Bon. Lorsque vous estimez qu'il n'y a pas de sanction parce qu'on se cache derrière un genre journaliste, non, en fait, un genre journaliste qu'on peut exploiter, c'est bien, mais il y a toute une loi, des us et des pratiques qui définissent le travail du journaliste. Donc, en fait, l'exercice de ce métier ne se limite pas au genre qu'on peut choisir aujourd'hui, encore quoi. Oui, là, on risque de croire qu'il n'existe que les éditos. Non, il y a une multitude de genres. Il n'existe que les éditos. Mais en fait... Et vous verrez que peu sont de bons journalistes et de rédaction. Oui, bon, en fait. Parce que très souvent, la rédaction est très rigoureuse. Très souvent, porter un narratif, c'est plus facile. Lorsqu'on a été dans un bureau quelque part en ville, on a mis à votre disposition certains éléments sur un sujet qui sont probablement fausses. Vous portez le narratif, vous venez défendre. Bon, après, est-ce qu'on a croisé le source? Après, est-ce qu'il y a eu une contre-vérification? Il y a même ceux qui sont chargés aujourd'hui de s'attaquer à des adversaires politiques. Bon, c'est une parenthèse que je ferme, sinon je risque d'être dû. Oui, on en voit un journaliste qui est payé, qui est sous-traité pour s'attaquer à un adversaire politique. Et en fait, c'est ce qui nous pousse à nous questionner aujourd'hui sur la pratique du métier. En fait, peut-être qu'on aura, dans le prochain jour, autour de cette table, des responsables de l'UNPC ou encore du CESAC, encore quoi qu'ils soient disponibles, parce que lorsqu'on les appelle, ils pensent qu'on doit courir derrière eux pour pouvoir rejoindre le plateau. Mais j'aimerais qu'on parle...
sur la prolifération des médias, qui pourrait en être une cause. Aujourd'hui, la théâtralisation du débat politique. Les comédiens en souffrent. Parce qu'il existe des communicateurs ou encore des journalistes qui sont plus comédiens que le comédien lui-même, à telle enseigne que pour rire, pour s'amuser, on les regarde. Parce qu'on sait qu'on aura à rire, on aura à s'amuser. Le débat politique, à l'époque où on pouvait voir Chérubin au KNDP à son âme sur le plateau, face à je ne sais qui de l'opposition, à l'époque de la majorité présidentielle, ou encore même plus récemment, Chérubin à l'opposition face à Manjolo, face à Effolé, face à Joseph Patilendo. On avait des gens comme le professeur Kalele. Même une génération récente, ici, le Patrick Kanga et les autres, c'était... Bon, oui, c'était encore bon. Le Yves Kissombe de l'époque, quelqu'un que j'aime beaucoup, des gens qui ont fait rêver à un certain moment. Mais aujourd'hui, on a des gens qui nous amènent des coqs, des poules, des vaches sur les plateaux de télévision. Et très bientôt, on pourra se rendre compte que quelqu'un amène un cadavre, carrément, ou un cercueil sur un plateau de télévision, et en fait, ça passe. Si en fait tout ça, c'est les mots qui sont en train aujourd'hui de tuer ces métiers, et nous, comme journalistes, il faut le dire, bon, encore quoi un invité peut se permettre de faire ce qu'il veut, mais le journaliste qui a la responsabilité, qui a le devoir de tenir le débat, qui est le dernier rempart sur un plateau de télévision, lorsque un invité déborde ou un invité s'écarte de la norme, quel est son rôle aujourd'hui? Je vous ai dit tantôt ici, il faut redéfinir le chose parce que ce que vous dites tient également compte des dérives et de l'évolution de médias. Je prends un exemple. Quand vous parlez de débat politique, il y a deux aspects que je vais évoquer. Oui. Le premier, c'est que dans le contexte politique, je vous ai dit ici, on est dans un espace politique où si la crise est devenue permanente, c'est parce qu'il y a absence non seulement des stratégies, mais des contenus dans les débats politiques. Le débat politique congolais est un débat anxiogène et conflictogène. Les gens viennent généralement sur des considérations à la fois très tribales, très partisanes, mais généralement ça manque suffisamment de fond. Et ça, c'est un problème qui date d'un bon moment maintenant. Maintenant, quand quelqu'un est en panne d'arguments, généralement on recourt à des éléments publicistes. Par exemple, vous citez ici comment quelqu'un vient arriver, c'est pour des raisons d'image. Des raisons d'image accentuées, pourquoi? Parce que quelqu'un s'est dit, c'est la séquence que je mettrai sur les réseaux sociaux, j'aurai 5, 15, 10 000... Donc, à la recherche du buzz, c'est le buzz. Le buzz a remplacé le souci de l'éthique. Pourquoi? Parce que dans la prolifération des médias que vous avez évoqués, déjà on était dans un média de pauvreté. Quand vous proliférez aujourd'hui, avec l'absence d'une régie publicitaire qui sait coordonner le travail, l'instinct de survie conduit chaque média. Vous verrez qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si je vous dis, vous, particulièrement vous qui avez également des orientations stratégiques, on vous dit, choisissez un média aujourd'hui qui pourra faire, peut-être pas l'unanimité, mais un média qui peut réunir une opinion assez favorable aujourd'hui, vous aurez du mal à pouvoir sélectionner. Dans votre stratégie, vous avez besoin de diffuser un élément, on vous demande de choisir un seul média, vous aurez du mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à la place des médias, il y a des programmes. Pourquoi le programme? Parce que le programme sort du lot et vient répondre à un contexte culturel. Le Congolais d'aujourd'hui suivent quoi? Je ne suis pas partisan de ceux qui estiment que le média n'offre que ce que la population aime, parce qu'il y a un cas d'école très récent. Télé 50 est un cas d'école qui a prouvé à suffisance que cette population a été en quête de quelque chose de meilleur. Et je sais que Boussolo le fera au-delà du programme d'Israël. Le programme suivrait également. Je vois déjà des programmes d'enquête à gauche, à droite. Parce que c'est aux médias de pouvoir proposer quelque chose de différent pour pouvoir réorganiser l'opinion. Donc on est dans un contexte de cacophonie où on est dans un métier. L'instinct de survie continue à conduire chaque organe de média à la quête du buzz. Pourquoi? Le monopole qu'avait le média autrefois dans la temporalité de l'élément. Tu vas en reportage, tu t'es dit, tu prends le temps d'écrire, tu prends le temps de monter ton élément et les gens attendent le journal, n'existe plus. L'instantanéité a presque remise en question. Le prime time, où le journal télévisé était le programme le plus important de la télé. Aujourd'hui, ce n'est plus les cas. Pourquoi? Parce que l'information va à la vitesse d'éclair. Oui, avec la et plusieurs acteurs d'infos sont intervenus, volant même la vedette aux journalistes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette quête-là,
la primauté est devenue également une exigence où tout le monde veut faire rapidement. Mais sur la question où on était, sur la question de la théâtralisation, c'est pour des raisons d'image. Et vous verrez qu'à ces moments-là, les gens utilisent le marketing politique à la congolaise sans tenir compte d'éthique. C'est pourquoi vous revenez sur ce que je dis. Parce que vous parlez du marketing politique à la congolaise. Parce que, oui, mais c'est pourquoi je vous ramène. Pour raison d'image. C'est là où je rentre dans la logique que je vous ai dit ici. Vous, par exemple, vous avez, laissez-moi, vous n'allez pas prêcher votre propre chapelle, laissez-moi, vous avez construit une image. Hein. Vous avez construit une image au fil des années d'un monsieur qui réfléchit sur des questions stratégiques communicationnelles, sur des questions économiques. Mais vous n'avez pas eu besoin de faire des incantations sur des plateaux de télévision. Ils sont tous prêts à assumer la pauvreté comme je l'assume. Oui, bon, non, c'est aussi ça la grande question. C'est aussi ça la grande question. Quelqu'un pour quête. Mais est-ce qu'on doit ma quête à moi, en tant qu'humain, je pense que ma valeur ne s'attache pas aux grosses voitures que je conduis. Ma valeur s'attache à quand j'arrive dans un milieu sociétal, quel est le retour que j'ai. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de ce que je fais? Mais si quelqu'un est dans un instinct de survie, comme je vous ai dit ici, pour lui, la rémunération, le matériel est un élément essentiel. C'est ce qui détruit la mentalité. Bon, tu reviens. Je veux un peu te faire une passe. Madame, monsieur, vous nous suivez. Nous sommes en train de discuter sur ce sujet que nous considérons d'une importance capitale. Nous sommes en direct sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur les antennes de Bossolo. Vous pouvez toujours nous laisser de petits messages et réagir par rapport à ce débat que nous abordons. Nous tendons lentement, monsieur, vers la fin. Oui. On parle de contraintes sociales. J'ai reçu hier sur ce plateau, à votre place même, Barnabé Milingagno, qui a lâché une bombe. Bon, je ne sais pas si je dois le considérer comme ça. Journaliste, il y a solo. Un journaliste qui se respecte, assez rare coupage. Ce qu'il dit, il est dit en puisant dans le code d'éthique et déontologie. Parce que vous parlez aujourd'hui de contraintes sociales, de contraintes économiques qui pourraient justifier certains comportements. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que tous sont prêts à accepter la pauvreté, entre guillemets, comme nous? Bon, journaliste, ça soit un coupage. Ouais, cette phrase-là, dans son sens littéral, elle est vraie parce que c'est interdit par le code d'éthique. Dans le code d'éthique interdit toute forme de contrepartie pour un élément d'information. Mais permettez-moi de vous faire l'exégèse. Oui. Ça, c'est une conséquence de politique de chez nous. J'ai dit tantôt que nous, on a une presse autoritaire, une presse qui est à la solde des dirigeants et des politiques de manière générale. Est-ce que c'est cela que devait être la norme, en fait? Moi, non, ça me choque, en fait. C'est pas une norme. C'est pas une norme. C'est pourquoi, dès la trame, je vous ai dit que le code d'éthique interdit le phénomène coupage. Encore que dans coupage, on dit quoi? Aujourd'hui, le coupage, les gens ne le demandent même pas. C'est devenu un fait naturel. Quelqu'un ne te demandera pas, il arrive, il fait son interview, quand il fait le matériel, on a institutionnalisé cette réalité. Et c'est là où je dis que ce n'est pas un mal abstrait. Ce n'est pas né dans le vide. Quand le politique prenne le pas sur la gestion des médias, veulent contrôler l'espace public, notamment l'opinion, par le média. Ils créent un modèle, on vous parle aujourd'hui, même la subvention, même pour les médias publics, est un réel problème. Non, si on le donne à la RTNC à la limite, la RTNC 2 se plaindrait continuellement, à part les infrastructures et la publicité, à gauche, à droite, de temps en temps. Lorsque je vais parler des états généraux de la presse qui ont eu lieu... Non, on va se perdre. À quel niveau... Permettez que les gens comprennent à quel niveau, comment nous en sommes arrivés. J'aime bien que les gens ne prennent pas les choses de manière bancale, mais qu'ils comprennent comment en sommes-nous arrivés là. Okay. Et ça nous permettra de savoir comment briser justement cette pratique incorrecte qui a élu domicile dans la presse. Les politiques prenant d'assaut le média se sont adjugés les monopoles de choses, rendant la presse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous allez ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'infoprenariat. Jeune Afrique, quand vous lui donnez un scoop, il a un parterre d'abonnés qui vont acheter pour lire l'article. C'est une source de revenus. Ça ne sera pas le cas pour Bossolo, ça ne sera pas le cas pour Télé 50 ou les autres. C'est-à-dire que la source de rémunération ne revient pas seulement. On est dans l'approche de prestige. Les politiques, quand ils arrivent, pour pouvoir mettre un peu à l'aise et pouvoir dompter le journaliste, on lui donne suffisamment de moyens pour le contraindre à diffuser tel que. C'était un mécanisme de contrôle de la presse.
Et malheureusement, en le faisant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de perpétuer une pratique. Une pratique qui s'est retournée contre eux. Beaucoup s'en plaignent, mais en réalité, ils sont auteurs de cette réalité. Et maintenant, aujourd'hui, dans l'espace médiatique congolais, encore le politique, Merveille Lundoula, quand vous regardez un journal télévisé, en réalité, ce qui donne un caractère de journal télévisé, ce n'est que le jingle et la posture de celui qui présente. Oui, la forme. La forme. Le contenu, ce n'est pas un journal. C'est une plateforme de communication parce qu'on va commencer en audience, parce que dans l'information, il y a l'intérêt. Oui. Il y a audience au ministère tel, audience au ministère tel, audience au ministère tel, c'est de la com. Parce que derrière, l'idée ici de ne pas... Parce que tu sais, quelque chose qui est fait dans le sens de l'intérêt de la population, on n'a pas besoin de communiquer beaucoup. On a juste besoin de les mettre à la place publique. Oui, mais très peu de médias aujourd'hui communiquent à l'intérêt de la population. Nous avons balancé ici un élément, et tant d'autres qui sont passés au journal télévisé de Bossolo. Je ne veux pas prêcher pour ma propre chapelle. Des faits de société, comme on n'en trouve plus. Mais ça n'existe c'est aussi lié à la mentalité. Quel est ce journaliste aujourd'hui qui va accepter des parties sur le terrain pour faire des faits de société alors qu'il sait qu'il n'existe pas de coupage? En fait, c'est l'ensemble de tout ça qui détruit aujourd'hui la corporation. Bon, bien qu'il faudrait dire Bossolo continue à le faire. Ceux qui nous suivent peuvent vous êtes arrivé très rapidement à ma conclusion. Parce que non, pas du tout. La réalité a imposé une culture qui, dans le fond, détruit également même le métier. Et par instinct de survie, j'insiste sur l'instinct de survie, les rédactions, tout le monde veut avoir une accréditation dans un cabinet. Ok, c'est pas mal, c'est bien, pour avoir accès. Mais ces sources d'information sont des sources monodirectionnelles. On vous dit ce que vous devrez dire. Et parfois, c'est fait dans le sens de promouvoir l'image d'un ministre. Il va passer 2 ans, 3 ans, vous diffusez régulièrement ces éléments, mais dans les éléments que vous diffusez, quel est l'impact réel, quel est l'intérêt général de la population? Il y en a presque peu. Les journaux télévisés sont en réalité pas des journaux télévisés, ce sont des magazines. Des instruments de manipulation. Mais exactement. Pas manipulation, parce que c'est... On a perdu même la notion de l'information. Désolé, je suis trop dur. Bon. On a perdu même la notion de l'information. L'instrument de communication. Voilà la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Maintenant, quand quelqu'un vient pour faire la com, comme un cabinet, vous ne laissez pas faire la com gratuitement. Bien évidemment. Ceux qui passent ici à Bossolo le savent, ils payent de l'argent et ils payent cher. Et d'accord, d'ailleurs, chez vous, ça coûte de la communication. cher. Vous comprenez? Oui. Maintenant. Avec un écosystème digital de près de 4 millions d'abonnés, avec toute cette audience aujourd'hui que Bossolo récolte, il est logique qu'il y ait un prix à la hauteur du média et du standard du média. Maintenant, vous comprenez. Vous avez un journaliste à Soloté. Non. On a fait coupage. Non. Ici, il ne s'agit pas de coupage, en fait. Il faut faire cette nette différence. Il s'agit d'un média qui vend de l'espace, qui vend de l'information, qui vend de la communication. Restons dans la logique. Non, il faut que je fasse une différence, sinon ceux qui nous suivent resteront dans la confusion. Non, restons dans la logique. Restons dans la logique de dire... Je vous laisse simplement. Il faudrait bien établir la différence. Lorsque vous venez pour communiquer, vous avez une idée à faire passer, vous avez une activité, un événement, vous voulez cibler, vous voulez toucher votre cible, vous passez à Bossolo. Si vous estimez que votre cible correspond à Bossolo. Donc, ce n'est pas ça le sujet, en fait. Voilà pourquoi, on était dans la notion voilà pourquoi je pense que vous faites l'amalgame lorsque vous dites lorsque vous dites en conclusion que vous avez un journaliste à Soloté, non. Il faut faire cette différence. C'est pas parce que j'ai parlé de votre journal. Vous avez un journal télévisé, non? Oui, qui communique largement sur des éléments de faits de société. On en a vu tout à l'heure. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, est-ce que quand ces gens-là viennent, par exemple, une information de l'économie, ils le viennent de manière gratuite? Mais puisque c'est une communication, vous, en tant que professionnel, je me fais comprendre. Vous, en tant que professionnel, il faudrait établir une différence entre la communication, permets-moi que les gens la communication et l'information. On me reproche souvent d'être trop pédagogique. Allez-y. Permets-moi que les gens qui sont Nous avons encore 5 minutes pour pouvoir finir. Oui. Je disais, tantôt on a dit, le coupage est interdit, n'est-ce pas? Non, en fait, vous savez... Permets-moi de finir. Non, je veux simplement préciser une minute. Par rapport au sujet qu'on aborde, nous n'épargnons personne. Et même le journal télévisé de Bossolo peut, un jour ou un autre, comporter des éléments d'audience. Et tout ça, c'est lié à la réalité, à la réalité économique, au modèle même économique de nos médias. Là où j'étais, dans ce contexte-là. Là, je l'avoue, en fait. Là, je l'avoue. C'est là où je disais. Parce que, regardez. Et l'analyse tourne autour du journaliste de manière plutôt personnelle. Le problème, c'est que je suis revenu. Faisons la part de choses. Quand on dit journaliste, ça sur la cause au coupage. Ça, je l'ai répété. C'est Barnabé qui l'a dit. Si, c'est ce que je dis. Oui. Je sais ce qu'il a dit. Il a dit ce qui est dit dans le code éthique.
Exactement. Mais le comble, c'est que comment cette réalité est difficile à appliquer dans un écosystème comme le Mais est-ce nôtre. que vous pensez que le code éthique dit exactement ça? Si, Parce que là, c'est une interprétation. non, le code éthique interdit toute contrepartie pour Exactement. un élément d'information. Alors, C'est-à-dire que contrepartie, ça peut le être journaliste de ne fait pas l'argent, faire payer ou ses tu vas prestations. où Oui. tu vas faire un reportage chez le bourgmestre de Maluku, on te donne de Pondou en contrepartie des biens. C'est une forme de coupage. Le code éthique l'interdit. Oui, parce que même moi, je me rappelle à un moment donné, parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier, à un moment donné, je me suis déjà fait couper en nature. En nature. J'ai jamais oublié. Là, Il commençait, c'était ses là, débuts. Je peux même citer son nom. c'est dans la partie où Je est-ce peux que... même citer son nom. Une actrice politique qui maintenant qui gérait des vivres frais. J'ai fait une interview de bonne foi parce que moi-même, les gens qui ont travaillé avec moi savent que quand je finis mon travail, je pars. J'envoie la facture. Non, pas la facture. Quand je viens, c'est moi qui sollicite mon interview, je l'ai fait. Si après quelqu'un décide, je ne veux pas vous dire que quand quelqu'un décide, dit ah, prenez ça pour une... J'ai jamais refusé. Oui, ben bien mais je ne l'exige jamais. Exactement. Vous comprenez? Il m'est arrivé une fois d'arriver, quelqu'un me dit ah, papa, là que ça t'es carton et un pied d'yango. C'est une forme de coupage et c'est interdit. Naturellement, on doit dire non. Pourquoi? Parce que je reviens sur la nécessité de l'écosystème. Parce que le politique le faisait avant pour avoir le contrôle. Parce que quand on vous donne quelque chose, on contrôle votre mentalité. Un achat de conscience. C'est un achat de conscience. Et c'est devenu un principe ici. Et l'effet de chaîne de ces principes, c'est que les journaux télévisés par instinct de survie sont devenus des magazines de communication. On a constamment, sur 100%, les éléments d'information ne dépassent généralement pas 10-15%. Le reste, ce sont des orientations de communication faites à l'avantage d'un camp, d'un individu ou d'une organisation. Malheureusement, c'est là où je reviens sur un élément essentiel que vous ne voulez pas écouter depuis. Oui, allez-y. Puisque nous voulons avoir une démocratie, vous savez, parmi les agrégats pour construire une démocratie à la congolaise, il faut comprendre également quel est le rôle que le média joue, quel est le rôle que le journaliste doit jouer, et avoir de textes adaptés à notre réalité. Dès lors qu'on continuera à laisser les frontières assez poreuses dans ces orientations, on aura du mal à pouvoir sanctionner ce qui sort de l'éthique. Aujourd'hui, dites-moi, la sanction à l'éthique, combien ça arrive? Il n'y en a pas. On ne sanctionne pas à l'éthique. Pourtant, je veux revenir sur un élément. On sanctionne lorsqu'on touche des politiques. Hein. Non, on sanctionne quand l'affaire devient pénale. Lorsqu'on touche des politiques. Non, quand ça devient pénal, pas seulement les politiques. Moi, j'ai vu des individus avec un peu d'argent, quand vous dites une vérité parce qu'il était dans le faux, ils vous traînent devant une justice. Et il instrumentalise. Le tribunal de paix. Hein. Le tribunal. Non, quel tribunal de paix? Non. Et les gens vont directement, les gens vont directement au pénal. Donc, on est dans un contexte où aujourd'hui, il faut rappeler aux gens, l'intention sépare le métier du journalisme et la communication politique. L'intention et les objectifs. Le journaliste a pour rôle d'éclairer l'opinion parce que l'opinion est un acteur majeur dans la vie publique. On parle d'une trilogie. Et aujourd'hui, le monde le sait. C'est pourquoi vous verrez les puissances et les grandes démocraties mettent suffisamment d'argent dans la gestion de la communication parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'infosphère est le pouvoir. Et on ne va pas reprocher aux politiques. Les politiques seront constamment derrière pour brimer le journaliste. Okay. Et la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir quitter cette forme de presse autoritaire pour aller vers une presse de liberté. La presse de liberté répond également aux normes. C'est là où je voulais chuter par le modèle et le management de médias. Aujourd'hui, il existe. J'ai parlé de l'infoprenariat. Il y a plusieurs modèles où je peux pouvoir commercialiser. Puisque vous êtes un média et que par le réseau social, vous pouvez monétiser votre chaîne et que vous pouvez aujourd'hui vous constituer un modèle économique à part ce que vous pouvez prendre, si vous avez un peu d'éthique, il est possible aujourd'hui d'aller vers cette liberté-là. Et aussi, je rappellerai, de lors qu'on est dans un contexte où on ne sait pas mettre en place un système de régie publicitaire, pourquoi j'en parle? Autrefois, on était capable de voir un annonceur payer 5 000, 10 000 dollars pour avoir l'ouverture d'un journal, un pack shot d'à peine 15-5 secondes, parce que le journal télévisé avait encore une valeur au sein de l'opinion. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, avec 5 000, quelqu'un préférait prendre 1 000, donner 50-50 à chaque média et pouvoir communiquer. Et ça également, ce sont des éléments qui détruisent l'écosystème. L'offre est abondante. Hein. En fait, on va revenir sur la prolifération de médias. Il n'y a pas que l'offre. Il y en a aujourd'hui plusieurs. Après, mais il y a ceux qui ont compris le management qui maintiennent. Je ne peux pas le citer. Par exemple, vous, aujourd'hui, votre audimat. J'ai toujours dit aux gens, la vérité dans ça, c'est que quand vous construisez une entreprise de presse, pas un groupe simplement, le jour où vous intégrez la dimension entreprise avec des structures bien assises,
vous travaillez sur votre notoriété. Quand vous arrivez à la notoriété, le modèle économique arrive facilement. Et ça, malheureusement, c'est la difficulté. Mais le journalisme aujourd'hui et la communication politique, les frontières existent dans l'intention, mais l'écosystème est tellement détérioré, ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à cette forme de dérive. Et c'est à l'autorité des pouvoirs remettre les choses en place pour que chacun joue son rôle convenablement, sans pour autant ternir l'image et sans pour autant mettre dans la confusion l'opinion aujourd'hui qui ne sait plus faire la part de choses entre un communicateur, encore que le terme est abusé, au lieu de parler d'un porte-parole d'un parti politique. Parce que ce soit communicant ou communicateur, ils n'ont rien de tout ça pour pouvoir venir parler comme ça. Merci beaucoup, Mike Gardidian, un excellent confrère. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous, avec toi. Tu me permets de te tutoyer. Il y a encore suffisamment de choses. Oui, il y a encore suffisamment de choses à dire. On va reprendre le rendez-vous, en fait. Je sais que j'aurai de réactions, de gens qui voudront bien venir autour de cette table pour approfondir la réflexion. Dans un débat, ça sera mieux. Oui, dans un débat. Vous êtes la bienvenue. Contactez-nous. On va faire un programme, on va vous recevoir et vous allez donner votre point de vue par rapport à ce sujet. C'est un sujet d'intérêt national. Nous sentons que notre profession est menacée. Notre profession est menacée. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est journaliste, qui est youtubeur, qui est influenceur, qui est tiktoker. En fait, c'est toute cette confusion. Nous sommes tout la classe. Après, ce n'est pas si mal d'apprendre sur l'État. Il y a ceux qui l'ont fait, et parmi d'ailleurs le plus grand dans le monde, même dans la presse internationale. Ce n'est pas ceux qui viennent forcément des écoles de journalisme. Ce n'est pas forcément ceux qui viennent pas des écoles de journalisme, mais au moins développer une pratique et faire le travail selon les normes et selon l'éthique. On va parler de la partie éthique, de ce que dit la loi par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Mike Gardidian, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci pour votre disponibilité. Madame, monsieur, c'est par ici que nous allons mettre un terme à ces magazines pour ce numéro qui ouvre le week-end. Mais avant ça, nous allons prendre la page rose. Vous êtes nombreux à nous suivre. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous disons joyeux anniversaire à Blonde Ndongala. Blonde Ndongala, joyeux anniversaire. Blonde Ndongala, plus de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous accorde santé, succès, longévité et prospérité. Heureux anniversaire à Anifa Kapinga. Anifa Kapinga, c'est ton jour. Bel anniversaire à toi. Te souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et de santé. Bel anniversaire à vous, Anifa Kapinga. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble de ses bontés. Heureux anniversaire également, heureux anniversaire à Benjamin Tamouki à la Faille. Benjamin Tamouki à la Faille, d'où vous nous suivez à Kinshasa ou ailleurs. Nous vous souhaitons un merveilleux anniversaire, plein de succès à vous, que le Seigneur comble les désirs de votre cœur et qu'en cette nouvelle année qui commence dans votre vie, qu'il vous accorde joie, succès et prospérité. Bel anniversaire également à Rebecca Vangou. Rebecca Vangou, nous te souhaitons un heureux anniversaire. Rebecca Vangou, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, vous comble de ses bénédictions. Rebecca Vangou, joyeux anniversaire à vous. Heureux anniversaire également à Ali Warrior Soldat Yamokonzi. Ali Warrior Soldat Yamokonzi. Bel anniversaire, Warrior Ali, Soldat Yamokonzi. Plus de bénédictions, que le Seigneur vous bénisse également et que le Seigneur vous fasse du bien. Alors, c'était la page rose pour souhaiter un heureux anniversaire à tous nos téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous faire confiance, à faire confiance au groupe de presse Bossolo, que ce soit sur les antennes de Bossolo ou encore sur notre portail numérique bossoloinfo.cd. Nous vous souhaitons de rester connectés et nous allons vous retrouver très prochainement, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Et ça sera avec le même plaisir.